Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Merci d'être avec nous, 8h47. On est ravis de vous retrouver ce matin. Les grands débats ce matin avec Thierry Guerrier, Elisabeth Lévy, vos appels 0826 300 300. Et n'oubliez pas que dans un petit quart d'heure, Revel en campagne, Éric Revel sera avec nous. Oui, et puis tout à l'heure aussi, particulièrement intéressante, c'est la question du jour d'ailleurs qu'on pose. Est-ce qu'on a les politiques qu'on mérite? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Eh bien, nous recevrons Chloé Morin qui a écrit aux éditions Fayard ce livre. Il faut dire elle baignait totalement dans la politique. Elle a été entre guillemets un peu dégoûtée. Elle a quitté en fait ce milieu. Elle reste politologue. Elle nous dira pourquoi tout à l'heure. C'est assez intéressant. Qu'est-ce que nous dit le sondage Vous dites oui à 64%. Vous trouvez qu'on a les politiques qu'on mérite. Vous parlez de l'abstention aussi. Vous dites que c'est à débattre pour ma part si les gens choisissent d'oublier certaines casseroles des politiques pour lesquelles ils votent ou ignorent ceux qui exposent les problèmes majeurs et des solutions concrètes. Ça donne le gouvernement actuel et des potentiels successeurs en lice. Oui, voilà. Moi j'aimerais bien vous entendre. 0826 300 300, vous nous appelez, vous pourrez réagir et poser toutes les questions que vous souhaitez aussi à Chloé Morin. Mais en attendant, il y a aussi une autre enquête qui est particulièrement pertinente ce matin. C'est celle de l'IFOP, notre partenaire sur le rolling notamment, avec Fiducial, Paris Match et puis et LCI. Vous savez, chaque jour, nous vous donnons à 17h dans les vraies voix de Philippe David, nous vous donnons donc la photo du jour, en temps réel, la présidentielle. Et il y a des enquêtes complémentaires. Bonjour Frédéric Dabi. Bonjour Frédéric. Oui. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Oui, et Frédéric, cette enquête complémentaire, une fois par semaine, ce matin, elle s'arrête sur les traits d'image de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. Qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort, on va essayer pendant cette dernière ligne droite de la campagne jusqu'au vote de chaque semaine, travailler sur les traits d'image des principaux candidats, parce que la présidentielle, c'est une affaire également d'incarnation. Bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, on parle d'une dynamique très forte pour Éric Zemmour, qui a dépassé de peu Valérie Pécresse, qui menace Marine Le Pen. Et quand on s'intéresse à l'image, aux représentations qu'ont les Français de ces deux personnalités, deux éléments. D'abord, un avantage très fort pour Marine Le Pen, qui sur tous les traits d'image testés devance Éric Zemmour. Elle a 19 points de plus sur la proximité aux préoccupations des Français, elle a 18 points de plus sur la stature présidentielle, elle a 17 points de plus sur l'attachement aux valeurs démocratiques ou la défense des intérêts de la France. Ça, c'est par rapport à Zemmour, Patrick, mais dans l'absolu, ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point l'image de Marine Le Pen, qui était une candidate quand même repoussoire en 2017, s'est complètement rétablie. Elle gagne 9 points sur le fait qu'elle comprenne les préoccupations des Français. Elle est même majoritaire. 6 Français sur 10 disent elle défend les intérêts de la France. La stature présidentielle, rappelez-vous Patrick, après le débat raté d'entre-deux tours, c'était une vraie question. Elle n'a pas la carrure, etc. Elle a gagné 7 points. On voit que ça rentre en, accord avec la stratégie de Marine Le Pen, qui ne parle plus beaucoup de programme et qui ne parle que d'elle. On a bien vu au meeting de Reims, elle s'est présentée comme une femme divorcée, qui a subi des persécutions, etc. On voit que cette stratégie de jouer la carte de l'incarnation, de l'image, on ne sait pas si ça va marcher, personne ne peut le dire, mais ce qui est très flagrant, c'est de voir que sur cette dimension-là, elle devance Éric Zemmour, même sur la compétence. On dit toujours, Éric Zemmour connaît ses dossiers, c'est un érudit. Elle a 16 points de plus. Donc, ce simple sondage, je dirais, Patrick, qu'il valide la stratégie de Marine Le Pen. Oui, c'est vrai. Hein. Et là, on s'aperçoit que Éric Zemmour, qui gagne progressivement un petit peu des points, hein, il grignote à chaque fois dans le rolling, cette enquête en temps réel, mais quand même qu'il a, j'allais dire, beaucoup de chemin encore à parcourir pour convaincre par ailleurs, quoi. Dans cette image, est-ce qu'il est sympathique? 27% simplement. Alors vous allez me dire, il ne faut pas forcément être sympathique, mais bien sûr, mais capable de réformer le pays, 33%. Donc défendre les intérêts de la France, alors que justement il joue beaucoup là-dessus, 41% pour l'instant, contrairement donc aux 58% de Marine Le Pen. Le chemin est encore long, quoi. Hein. Oui, je suis d'accord avec vous, le chemin est long et on voit que on n'arrêtait pas de dire que la mue d'Éric Zemmour, le passage du polémiste journaliste au candidat, au futur président était achevé, ce sondage nuance un peu ce point de vue, puisque sur des éléments qui me paraissent très importants, la capacité à réformer le pays, la compétence, la stature présidentielle, entre 2/3 et 3/4 des Français ne sont pas d'accord, n'appliquent pas ces traits d'image à Éric Zemmour. Les deux traits d'image où il est plutôt
élevés, mais toujours à des niveaux minoritaires. C'est la défense des intérêts de la France, l'attachement aux valeurs démocratiques et la proximité aux préoccupations des Français. Je pense que c'est un mauvais sondage pour Éric Zemmour et c'est plutôt encourageant pour Marine Le Pen. Oui, bon, alors après, en revanche, ce qui fait la différence, ça c'est j'allais dire la dernière question, c'est qui est capable de rassembler les Français. Là, alors il n'est pas cité dans ce trait comparatif, puisque c'est entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, mais Emmanuel Macron qui est en toile de fond, parce que capable de rassembler les Français, seulement 38% pour Marine Le Pen, Éric Zemmour 27% quand même. C'est ça qui est aussi sans doute leur point faible, leur maillon faible face à Emmanuel Macron. Alors, vous avez raison, même si, rappelez-vous, dans une balise IFOP fiduciaire pour Sud Radio, je crois, du mois de décembre, on avait travaillé sur les traits d'image d'Emmanuel Macron, on la refera, je pense, bientôt lorsqu'il sera candidat, et les deux points qui étaient les moins associés à Emmanuel Macron, c'était la proximité aux préoccupations des Français, il va être à 27-28, Marine Le Pen 56, c'est un vrai point de différence, et la capacité à rassembler les Français, qui est traditionnellement un attribut associé automatiquement à un président sortant, qui était très faiblement associé à Emmanuel Macron, peut-être, j'ai pas le chiffre en tête, mais à 24-25. Donc on a quand même, de ce point de vue-là, un déficit pour Marine Le Pen, pour Éric Zemmour, mais ce n'est pas une force, loin de là, pour le président sortant. Oui, Thierry Guerrier, un commentaire sur ce que vient de dire à l'instant donc Frédéric Dabi. Je trouve ça très intéressant et je trouve qu'il faudra faire d'une manière ou d'une autre le bilan de ce que le phénomène Zemmour a bousculé dans notre classe politique. Qu'est-ce qu'au fond Éric Zemmour aujourd'hui a fini par faire aboutir la dédiabolisation qui était la stratégie même de Marine Le Pen. À cet égard, il sert les intérêts de Marine LePen. Par ailleurs, je l'évoquais tout à l'heure. Certains disent il sert aussi les intérêts d'Emmanuel Macron par ailleurs en vue du second tour, d'une réélection. C'est ce que j'allais dire et que j'ai évoqué tout à l'heure dans mon éditorial politique. Au fond, tout le monde peut y trouver un intérêt. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon voit le seuil d'accès au second tour, grâce à Éric Zemmour, au fond, descendre de plus de 20 en 2017 à 16 aujourd'hui en moyenne. Bon, donc ça veut dire qu'il peut donner une chance à quelqu'un de gauche. Au fond, Jean-Luc Mélenchon, s'il va au bout, s'il est rallié par un certain nombre de ceux qui s'étaient dispersés jusque-là, pour lui. Et puis, ça peut être le cas aussi, peut-être, pour Valérie Pécresse, c'est peut-être une chance si elle arrivait à remonter au-delà. Bon, voilà, c'est pas la Valérie dynamique. Pécresse, c'est pas la dynamique. Alors, Frédéric Dabi, c'est pas la dynamique du moment, mais après le meeting, alors qui n'a pas été bon. Je vais pas utiliser d'autres termes pour ne pas aller plus loin, mais parce que sinon après on dit qu'elle a dit c'était misogyne les propos. Alors bon, mais je pense qu'il y a des critiques qui sont venues aussi des rangs de journalistes féminines, quoi. Mais sur son meeting. Bon, bref, comment ça s'est traduit dans notre relis au quotidien, Frédéric Dabi, cette semaine? Alors, c'est vrai qu'il y a eu tout un discours médiatique, politique, faisant état d'un ratage, d'un meeting mitigé, etc. Et un meeting qui n'a pas été un Bourget comme pour François Hollande ou un Porte de Versailles pour prendre la tradition sarkozyste en 2007. Ce que je vois, c'est que dans notre rolling, Valérie Pécresse est plutôt stable. Elle a quasiment pas bougé, elle a perdu un demi-point le mardi, et hier, où il y avait 100% des Français exposés en meeting, puisque c'est un sondage glissant qui se fait lentement, c'est pas des sondages à chaud, elle n'a pas bougé, tout simplement. Il y a d'autres enquêtes, où elle bouge un peu, quoi. Il y a une enquête même où elle était à 12%, bon, je n'ai pas, c'est une enquête respectable, mais je n'ai pas vu cette donnée. Mais en tout cas, ce qui me frappe, c'est qu'elle garde ce que j'appelle son électorat Fillon vintage, c'est-à-dire elle est à un niveau élevé chez les personnes âgées, dans les catégories aisées, chez les diplômés, chez les personnes qui ont des hauts revenus, l'électorat de droite classique qui n'a pas basculé ni chez Macron ni chez Zemmour, mais son problème, et on l'a déjà dit ensemble Patrick, c'est sa difficulté à élargir ce socle de droite. Comment peut-elle gagner sans avoir le salariat? Le salariat, rappelez-vous la phrase d'André Malraux, le gaullisme, ou plutôt il disait le RPF, c'est le métro à 18h, mais c'est fondamental. C'est ce qui avait permis à Nicolas Sarkozy de faire 31 en 2007. C'est-à-dire avoir les salariés. Aujourd'hui, les salariés sont soit chez Macron, soit chez Valérie Pécresse, voire un petit peu chez Éric Zemmour. Soit chez, excusez-moi, Marine Le Pen. Marine Le Pen, oui. Bon, on verra. Donc, ça se joue dans un mouchoir de poche, en tout cas pour cette seconde place. Et Emmanuel Macron, lui, reste toujours loin devant. Ça bouge pas trop, quoi, pour lui.
Oui, maintenant on va voir l'effet de son entrée en campagne éventuelle. C'est vrai qu'il a. Il ne rentre toujours pas en campagne, hein, donc je ne sais pas si il le retarde depuis. Pas avant début mars. Hein, on a l'impression qu'il fera une campagne ultra courte. Oui, et alors, ça a été fait par De Gaulle, ça a été fait par Mitterrand. C'est bien sûr. C'est pas forcément si fair-play que ça, mais enfin bon, ça c'est un autre débat. On y reviendra, Thierry Guerrier, dans un instant avec vous. Revel en campagne également, et vos appels. Vous voulez réagir sur quoi? Cette actualité, les traits d'image de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. Qu'est-ce que vous pensez de cette enquête? Qui est-ce qui défend le mieux les intérêts de la France, en tout cas à travers les déclarations, qui a une vision pour le pays? Là, je vous attends. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette semaine qui a été quand même assez compliquée pour Valérie Pécresse? Et puis Emmanuel Macron qui ne se déclare pas. C'est fair-play ou pas, ça, pour l'instant? Et la gauche, que pensez-vous de la gauche? Et la gauche aussi, bien sûr, qui se réveille. En tout cas pour Jean-Luc Mélenchon. Pour les autres, ça c'est quand même un petit peu plus compliqué. Et puis sinon, il y a la fin du pass sanitaire aujourd'hui, évidemment. Vous pouvez bien sûr réagir sur la vaccination, sur le pass, etc. Tiens, puis il y en a qui commentent. Il y en a un, Trobrez, il s'amuse à commenter. Il dit, il touche combien, la Patrick Roger, avec des vaccins Pfizer en promotion? Non mais qu'est-ce qu'il lui prend, à Trobrez? Il me dit, en plus, on va lui offrir une écharpe rouge aussi à Snabo. Mais merci, monsieur, d'être respectueux. Vous ne savez pas ce que je pense. Vous ne savez pas ce que je ne pense précisément, d'ailleurs, sur la vaccination. Et vous ne savez pas même étonné. Oui, étonné de certaines choses. Enfin bon, calmez-vous, restez polis et regardez autour de chez vous. Et si ni Patrick Roger ni moi ne donnons notre avis, bien sûr, ce sont nos invités qui donnent leurs avis. Et donc, l'antenne est ouverte à tout le monde. 0826 300 300 vous attend au standard. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Et tout de suite, Revel en campagne. Sud Radio, présidentielle 2022. Et on parle de la politique étrangère de la France. Bonjour Éric Revel. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon. Mon cher Éric Revel, on va revenir évidemment sur ce qui s'est passé, les annonces d'hier sur le retrait de la France au Mali. Sur le retrait de la France effectivement au Mali, parce que ça nous conduit à s'arrêter aussi sur la politique étrangère de la France, d'Emmanuel Macron. Retrait du Mali, crise en Iran, en Syrie, relations franco-américaines, négociations avec Poutine. C'est l'heure du bilan diplomatique pour Emmanuel Macron. Hein. Oui, alors on va commencer par le Mali, vous en avez parlé évidemment, la fin de l'opération Barkhane, ça pose des questions évidemment de terrorisme en Europe, mais ça pose aussi des questions pour la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, qui sont maintenant quasiment seuls face à cette menace terroriste. Alors oui, faisons une sorte de bilan diplomatique de l'action, si vous le voulez, d'Emmanuel Macron pendant ce quinquennat qui s'achève, action sur le plan diplomatique, passons au crible, sa politique étrangère. Oui, alors sur la scène diplomatique, quels sont les succès et les loupés d'Emmanuel Macron, Éric ? Alors bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, les experts sont pas tous d'accord, mais côté positif, on peut parler du succès sur le plan de relance européen, avec la mise en place de ce plan et du mécanisme d'endettement mutuel qu'Emmanuel Macron a négocié, qu'il a imposé partout en Europe. Ça, c'est évidemment positif pour la relance de l'économie. On parlait du taux de chômage qui est de nouveau en baisse. Alors côté négatif, il y a pas mal quand même de sujets d'échec pour Emmanuel Macron, les dossiers iraniens, la gestion des crises en Syrie et en Libye, jusqu'à la crise des sous-marins australiens qui aura incarné jusqu'à la caricature l'échec de la diplomatie française. Emmanuel Macron en diplomatie, c'est l'homme des coups d'éclat, des déclarations provocantes qui laissent la France quand même dans une sorte d'isolement stratégique. Est-ce que vous avez des exemples alors marquants pour illustrer votre analyse là, sur ce bilan diplomatique d'Emmanuel Macron ? Oui, je vais essayer de vous rafraîchir un peu la mémoire. Par exemple, vous vous souvenez des déclarations d'Emmanuel Macron, sur le Liban. Les dirigeants libanais semblent faire le pari du pourrissement, avait dit de manière très brutale le président de la République. Vous vous souvenez de ses visites tonitruantes à Beyrouth, et puis pchit, plus rien ou pas grand-chose derrière. Autre exemple, vous vous souvenez de sa déclaration sur l'OTAN, qui était en mort cérébrale, avait dit Emmanuel Macron, ce qui faisait d'ailleurs titrer aux Échos en décembre 2019 sous forme de question. Le président français s'est-il montré arrogant? Alors autant
en mort cérébrale. Mais alors pourquoi se précipiter à Moscou face à Poutine sur la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN précisément? On pourrait aussi citer comme exemple son dialogue jugé plutôt stérile avec Donald Trump, ses passes d'armes verbales avec Erdogan, le président turc, sans parler des relations affichées, on l'a vu en images, des relations un peu père-fils avec Joe Biden, une grande Amérique, et puis une France à côté toute petite qui se faisait tapoter le genou comme l'a fait Joe Biden avec Emmanuel Macron. Oui, alors coup d'éclat, déclaration forte. Macron n'a-t-il pas redonné à la France aussi une voix forte dans le monde ? Alors cette diplomatie macronienne, vous dites de coups d'éclat, de déclarations abruptes, peut donner, oui, le sentiment pour certains de coups de pied dans la fourmilière qui font avancer les choses dans le monde. En réalité, cette diplomatie donne surtout le sentiment, parfois, d'isoler la France. Emmanuel Macron aura fait de la politique étrangère une prérogative absolue du chef de l'État. D'ailleurs, il a effacé totalement Jean-Yves Le Drian, un ministre des Affaires étrangères, dont la longévité au poste est finalement inversement proportionnelle à son poids politique. Politique étrangère, alors vous allez me dire chasse gardée sous la 5e du président de la République, comme Giscard, comme Mitterrand, comme Chirac, mais avec Emmanuel Macron, aucun domaine politique, aucune décision n'a échappé à son avis et à ses arbitrages. Alors l'exercice du pouvoir solitaire, une bonne ou une mauvaise chose pour la démocratie française? Le bilan diplomatique, oh là, tout de suite on va dire, oh là, mais quel lapsus il vient de faire. C'est vrai, ça on pourra en reparler, mais ce bilan diplomatique décrit par Éric Revel, vous pouvez le commenter en nous appelant au 0826 300 300 sur vos appels. Un commentaire aussi avec vous, Thierry Guerrier. C'est vrai que... Permettez-moi de le faire avec un peu d'humour, j'aime beaucoup Éric, mais il faut qu'il revisite sa vision de la Constitution. On a l'impression qu'il nous fait du Mélenchon. C'est-à-dire, c'est la 6e République. Qu'est-ce que c'est que la formule comment peut-on dire que le président de la République a effacé son ministre des Affaires étrangères? Par définition, la prérogative régalienne du président de la République s'affirme à travers deux aspects, deux dossiers évidents, les affaires étrangères et la défense. C'est basique, c'est fondamental, c'est dans la nature même, c'est dans l'ADN de notre Constitution, celle de la 5e République. Donc imaginez qu'il s'agirait, dans l'analyse, de considérer l'effacement du ministre, c'est en soi, si vous voulez, c'est presque du Mélenchon dans le texte, c'est formidable. Mais c'est une contradiction que je ne manque pas de souligner, mais avec toute l'affection que j'ai pour Éric Revel. Non, mais je vais vous donner deux formules. Non, mais je vais très bien, mais tout de même, se précipiter à Moscou, dans la crise de l'Ukraine, le président de la République n'aurait pas, au nom de la France d'abord, mais aussi au nom de la présidence de l'Union européenne qui est la sienne aujourd'hui, qui est sa mission, ne se serait pas précipité, pour reprendre la formule d'Éric, à Moscou. Mais qu'aurait-on dit? Et puis la Turquie, pardonnez-moi, mais la Turquie, c'est nos frontières directes, les frontières de l'Europe et les frontières françaises de la Méditerranée. Nous avons eu une frégate qui a été qui a été menacée par un navire turc. Donc tenir tête à Erdogan, comme l'a fait Emmanuel Macron, c'était fondamental. Et aujourd'hui, ça a permis notamment à la Grèce d'acheter les Rafales. On doit aider la Grèce et les militaires grecs. On ne peut pas lui reprocher un certain courage pour aller sur le terrain affronté. Bon, d'accord, non mais ça c'est vrai, Thierry Guerrier. Revenons quand même sur le premier point, ce que vous avez dit tout à l'heure, Thierry. Du Mélenchon dans le texte. Oui, du Mélenchon dans le texte, en disant surtout, oui, c'est ça. Appelle à la 6e République. La défense et les affaires étrangères, c'est finalement les prérogatives du chef de l'État, du président de la République. C'est l'ADN. Et Éric Revel. Bon, évidemment que ce sont deux prérogatives inscrites quasiment dans la Constitution française, la défense et la politique étrangère. Ce que je voulais souligner, mon cher Thierry, qui me traite de mélenchonisme... je ne traite pas, je souris, c'est que sans doute, rarement ou jamais, un président de la République n'aura poussé ces deux prérogatives avec autant d'insistance et de force. Mais finalement, quand les Échos se demandent si Emmanuel Macron est arrogant, vous constaterez avec moi que c'est un adjectif qui colle au président de la République, quels que soient les domaines dans lesquels il agit, cette forme d'arrogance. Maintenant, vous avez raison de souligner qu'il a croisé le fer avec Erdogan, vous avez raison de souligner que la Turquie est à nos frontières, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe derrière le plus souvent? Eh bien, vous avez des coups de menton, vous avez des coups d'éclat, vous avez des déclarations sur la scène diplomatique extrêmement fortes et provocantes.
importante, mais quels sont les attendus? Qu'est-ce qui suit ensuite? Mais je vais vous donner un exemple. Il suit pas grand-chose. Non, je suis pas d'accord. Est-ce que vous avez le sentiment que la voix de la France est plus entendue aujourd'hui avec Emmanuel Macron qu'elle ne l'était avec Nicolas Sarkozy, François Hollande? Je crois en effet que sur le dossier de l'affrontement avec la Turquie et Erdogan, sur le plan militaire, sur le plan notamment de l'armement, mais sur le plan aussi de la reconnaissance de la mission de nos troupes, qu'il s'agisse de la marine, de l'armée de l'air, qui aide la Grèce aujourd'hui, même de troupes au sol, sur le plan aussi intérieur, avec le travail de lutte contre le travail de sabre des loups gris en France et des organisations islamistes qui ne disent pas leur nom turc, eh bien en effet, le fait même d'avoir fermement opposé à Erdogan une position très, très nette, c'est un élément qu'on attendait à minima du président de la République. S'il ne l'avait pas fait, là encore, on l'aurait dénoncé à juste titre. Et je pense qu'en effet, le fait même qu'il l'ait affirmé de cette façon a modifié la donne au sein de l'Europe, par exemple, qui se laissait aller à une forme de servilité face à la Turquie. Cette pusillanimité de l'Europe, eh bien, par exemple, a obligé l'Allemagne à avoir une position plus nette vis-à-vis d'Erdogan. Oui. Éric Revel? Oui, enfin sur le fond ça n'a pas changé grand-chose. Est-ce que vous pensez que l'Arabie Saoudite ou la Turquie ont fini avec ces coups de menton de financer des mosquées en France, par exemple? Est-ce que vous pensez que leur influence s'est réduite en France, que celle de la Turquie vous dénoncez est moins forte aujourd'hui qu'elle ne l'était avant? Moi j'en suis pas certain. La Turquie, au-delà des discours, au-delà des palabres, ce qu'il faut voir, c'est concrètement à quoi sert cette diplomatie des coups d'éclat, des déclarations provocantes. C'est la question que je me pose dans ces discours. Maintenant, je ne découvre pas que la politique étrangère est du ressort du chef de l'État, évidemment, mais on ne découvre pas non plus que finalement, ce sont tous les domaines de la politique française qui sont du ressort d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, c'est un des reproches qu'on lui adresse, qui semble pas lui être défavorable dans les sondages puisqu'il caracole toujours en tête, mais c'est un des reproches qu'on lui adresse, c'est-à-dire un exercice très personnel de vouloir tout gérer, quoi, finalement. Demander à des députés à l'Assemblée nationale ce qu'ils en pensent. Ils sont pas tous mélenchonistes à l'Assemblée nationale, mais je pense qu'ils partageront. Mais là où je vous suis, c'est qu'il y a une dimension très personnelle qui est le propre même de la fonction dans la Ve République, et que Emmanuel Macron y a mis, l'a investi totalement, en effet, et peut-être trop, et l'adjectif arrogant, ça s'applique souvent. Et ça, c'est vrai que sur la diplomatie, quand même, sur la diplomatie, et il y a eu beaucoup de... Nous avons su, d'ailleurs, Isabelle Lasserre, il n'y a pas très longtemps, qui a écrit un bilan de la politique diplomatique d'Emmanuel Macron. Il y a d'autres livres à ce sujet qui montrent qu'il y a eu un déplacement encore plus fort, un transfert, et que tout se fait finalement à l'Élysée, et beaucoup moins au Quai d'Orsay. Voilà, non mais bon, c'est assez factuel. C'est ce qui sont là pour exécuter, pas pour décider. C'est vrai. Bon, et non mais alors, juste pour terminer, pour revenir sur les autres éléments de campagne, quand même, qu'est-ce que vous pensez du retrait des troupes françaises au Mali? C'était la question que nous posions. Vous êtes assez partagé, mais pour 30%, c'est une sage décision. C'est un échec pour 41%. C'est dangereux pour 5% et réaliste pour 24%. Voilà, bon, donc vous êtes quand même partagé là-dessus. Il y a David qui dit, sans le bouc émissaire français, et avec le fardeau Wagner, c'est-à-dire les Russes, on va voir comment la junte militaire qui est à la tête du Mali va tenir et comment ça va se passer. Allez, dans un instant, les traits d'image de Marine Le Pen, Éric Zemmour. C'est une enquête IFOP en cette fin de semaine, particulièrement intéressante. Je sais que ça vous ferait réagir. Oui, ça sonne déjà au standard. 0826 300 300. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h19. Est-ce que le torchon brûle entre Marine Le Pen et Éric Zemmour? Vous pouvez nous appeler 0826 300 300 pour nous donner votre avis. Martial est avec nous, qui nous appelle de Crète. Bonjour Martial. Bonjour Martial. Bonjour Cécile. Envoyez-nous du soleil. Aïe, de Crète, ouais. Oui, il fait beau, il fait très beau aujourd'hui. Arrêtez, ça suffit maintenant, c'est bon. Éric, vous avez peut-être entendu ce que disait Frédéric Dabi
sur cette enquête. Martial, pas Éric. Martial, pardon, oui, Martial. Oui, Non, mais entre les Éric, les Frédéric, là, je suis un petit peu perdu. Martial, donc sur les traits d'image comparés de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, où Marine Le Pen, eh bien, par rapport en fait à son image précédente et par rapport donc à Éric Zemmour, apparaît mieux positionné pour défendre les intérêts de la France, la vision de son pays, les valeurs même démocratiques quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que je peux revenir, avant de parler de ce sujet, est-ce que je peux revenir sur les propos de M. Revel au sujet de la politique de M. Macron? Vous êtes autorisé, c'est parti. La communauté européenne. Alors, je dois vous dire que je ne suis pas du tout macroniste, mais ici, sur le territoire grec, M. Macron est très apprécié pour sa politique en faveur de la Grèce et de la défense des frontières grecques. Il est considéré ici un peu comme un petit Napoléon. Ah oui, c'est vrai. C'est l'image qu'il a de l'extérieur. Non, mais ça, c'est intéressant. On nous l'a dit en fait à plusieurs reprises, vu de l'étranger. Vous rentrez dans une taverne, vous parlez français, il lève les bras au ciel, il fait ils vous font Macron. Oui, c'est ça. Donc, non, mais il a une image assez forte et une image probablement qui est meilleure à l'étranger qu'en France, non ? Exactement. C'est exactement ça. C'est que comme en Grèce, il a une très 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 bonne image. Oui, il est très populaire. Oui, il est assez populaire. Thierry Guerrier veut ajouter un commentaire. Est-ce que vous confirmez l'idée que monsieur Martial, c'est parce que les Grecs sont les premiers face à la Turquie et qu'ils redoutent l'offensivité, le volontarisme d'Erdogan, qui est perçu comme une menace, et Macron les a aidés en renforçant notamment l'armée de l'air grecque qui a acquis des rafales. Vous êtes d'accord avec cette idée ? Ah oui, c'est exactement ça en fait. C'est exactement ça. Ils sont très reconnaissants. Ils ont très peur de Erdogan parce que ici ils ont peur de l'invasion. C'est leur problème numéro 1, c'est qu'ils ont peur d'une invasion d'Erdogan, quoi. Donc le fait que le président Macron a envoyé des vedettes l'année dernière et puis a facilité la vente de Rafale et tout. Et ici, il peut se promener dans la rue et il a des groupies, je peux vous dire. Il sera réélu. En Grèce, il peut se promener dans la rue, il a des groupies, il n'y a pas de problème. Non, alors, pour revenir quand même, Éric, vous vouliez ajouter un commentaire ce que disait Martial. Non, mais je suis évidemment sensible à l'argument. Mais si vous rentrez dans une taverne à Istanbul pour boire un ouzo ou un raki, vous n'aurez pas la même considération du président Emmanuel Macron, vous voyez. Non, mais ce qui est important quand même... Mais même en tant que Français, Même en tant que Français, bien sûr. Voilà. Non, ce que je voulais juste dire et ajouter, c'est que on l'a vu pour les prédécesseurs d'Emmanuel Macron. En fait, la politique étrangère n'est jamais un argument intérieur pour être populaire. C'est-à-dire que la politique étrangère, comme d'ailleurs le bilan économique d'un dirigeant en France, c'est pas un tremplin pour assurer sa réélection. Ce sont des alchimies beaucoup plus compliquées. Voilà. Oui, exactement. Non, mais c'était quand même à souligner. Il faut avoir. Il faut quand même reconnaître les choses. Oui. Alors d'un mot, parce que on a quitté un petit peu notre sujet. Vous aviez appelé pour réagir sur les traits d'image comparés de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, mon cher Martial. Oui. Moi, non, je pense pas. Non, je pense pas qu'elle représente le mieux la France. Non. Honnêtement. Non, vous êtes en contradiction avec cette enquête, quoi. Pour moi, Madame Le Pen, c'est la famille Le Pen, c'est un métier à rente, la politique. Je ne sais pas si vous avez entendu Jérôme Rivière, qui était au sein du Rassemblement National, qui est passé chez Reconquête. Il dit et aujourd'hui, plus que jamais, ça s'est resserré dans une direction assez courte. Alors en même temps, on peut comprendre, puisqu'il y a des départs, il y a des trahisons, il y a eu ces histoires d'espionnage, on peut comprendre que ça se resserre, mais c'est ce qu'il disait. Donc bon. Oui, non, mais pour moi, non, c'est...
je pense que ce que les Français veulent, c'est de la sincérité. Ils veulent des gens qui roulent vraiment pour la France. Ils veulent plus des gens qui fassent carrière uniquement pour leur bien personnel, quoi. Ouais, voilà ce que je pense. Oui, ce que vous pensez, oui. Donc, ça n'engage que moi. Oui, non, mais c'est intéressant, effectivement, cette réflexion sur ces traits d'image des deux. Un mot de commentaire avec vous, Éric, non si vous voulez, c'est assez étonnant parce qu'il y a quand même un gap assez important entre Éric Zemmour et Marine Le Pen sur cette vision pour le pays, sur les compétences capables de réformer le pays. C'est quand même assez à l'avantage de Marine Le Pen dans cette enquête. Hein. Oui, mais je pense qu'elle engrange les bénéfices de sa stratégie de recentrage, entre guillemets, politique. On lui a reproché, d'ailleurs, à Marine Le Pen, son camp lui a reproché d'avoir trop normalisé les positions du Rassemblement national et d'être en partie, avec cette normalisation, responsable de l'échec du Rassemblement national aux élections régionales. N'empêche que, avec l'émergence et les thèmes mis sur la table par Éric Zemmour, elle s'est retrouvée, j'allais dire, auto-recentrée un peu plus, puisque Éric Zemmour l'a débordé sur sa droite. Donc je pense que cette normalisation que vous soulignez dans cette enquête, Patrick, elle est le résultat d'une stratégie politique, alors qui a son côté pile et son côté face. Le côté pile, c'est que vous aviez tout à l'heure Jérôme Rivière avec vous, qui est l'ancien patron des députés RN à Bruxelles, qui a quitté Le Pen pour aller chez Zemmour. Donc ça, c'est le côté pile. Mais le côté face, c'est qu'elle apparaît dans les sondages, en tout cas, un peu plus crédible. D'ailleurs, son ton a changé. Le fond a changé sur ses arguments, mais la forme a changé aussi. Marine Le Pen s'est muée dans une sorte de tribun au ton plus doux, au ton plus écoutable, j'allais dire, pour une partie des Français. Donc, pour moi, cette enquête ne fait que traduire dans la réalité d'un sondage cette stratégie politique mise en place, et on verra jusqu'où elle la conduira, de Marine Le Pen depuis quelques mois. Éric Revel, une question. Est-ce que les Français sont prêts à voter pour une femme ? Oh bah oui, ça je pense que les Français sont prêts à voter pour une femme. Moi je crois pas. Voilà, je pense même, si vous voulez, je vais même aller un peu plus loin. C'est l'analyse que je faisais il y a quelques temps, mais que je modifierais un peu parce que finalement l'entrée en campagne de Valérie Pécresse n'est pas pour le moins tonitruante, à part au moment où elle a été désignée par la primaire des Républicains. Je pense même que la nouveauté aurait pu, sera peut-être qu'une femme accède à la présidence de la République. Il y a 5 ans, la nouveauté, c'était quoi? C'était un président ultra jeune qui vantait la Start-up Nation, un président qui ne faisait pas partie à proprement parler du sérail des élus politiques et qui avait renversé la table. C'était la grande nouveauté il y a 5 ans. Eh bien, cette année, puisque vous le disiez, vous parliez de ces papiers tout à l'heure publiés par la presse, les Français croient plus vraiment aux projets, aux propositions qu'on leur fait. Sur quoi vont-ils voter? Ils vont voter sur une personnalité ou sur une nouveauté, non pas un président ultra jeune, même s'il il a pris 5 ans d'âge, mais mais si la nouveauté cette année, c'était une femme élue présidente de la République? Parce que quand vous balayez tous les autres arguments, on croit plus vraiment aux propositions, on n'est pas encore rentré dans la campagne, on s'intéresse moins à ce qu'ils disent qu'avant, et d'ailleurs, regardez le taux d'abstention, il y a des enquêtes qui montrent que la participation en 1981, lorsque François Mitterrand a été élu, était environ de 80%. Elle serait cette année de 66-65%. Vous voyez la dégringolade. Donc les Français s'intéressent plus à la politique, sauf que peut-être, j'en sais rien. La nouveauté, ça peut être une femme. Thierry Guerrier. Alors tous les sondages donnent Emmanuel Macron vainqueur. Oui. Marine Le Pen battue par Emmanuel Macron. Valérie Pécresse en difficulté. C'est vrai. Bon, je parle pas d'Anne Hidalgo qui visiblement n'a aucune chance d'être au second tour. Mais pourquoi les Français ne se diraient pas la nouveauté de cette année, c'est ça? D'autant plus, et là je vais dans le sens d'Éric, mais je voudrais dire à Cécile, tout de même, ça n'est pas du tout anodin. Ce pays a porté à deux reprises une femme au second
second tour de la présidentielle. Elle l'a qualifiée pour le second tour. Oui, mais je me disais, est-ce qu'on ne préfère pas aux affaires plutôt qu'à l'Élysée? Ça viendra. Ça viendra en son temps. Peut-être que cette fois-ci, comme le laisse entendre Éric, peut-être dans une certaine mesure, tout est possible. 2 fois qualifiées des femmes, Ségolène Royal, puis Marine Le Pen, au second tour de la présidentielle. C'est pas anodin du tout. Et aujourd'hui, il y a de grandes villes de France qui sont dirigées. Il y a de grandes villes de France qui sont dirigées, bien sûr, par des femmes. Et puis l'élu de l'année, vous savez qui c'est, l'élu de l'année, selon un classement. C'est Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, qui a été sacrée il y a quelques jours, présidente de la région Occitanie. Peut-être d'ailleurs, on lui avait posé la question. Qui tient un cap républicain. Peut-être qu'elle aurait dû se présenter à la place d'Anne Hidalgo pour représenter aussi un peu la France et les terroirs plutôt qu'une image parisienne. On lui avait posé la question et bon, elle avait dit qu'elle... Une idée pour l'avenir. Oui, vous savez, il faut aller vite en fait. Il faudra reconstruire le PS après.